Om Shanti, bienvenue à cette conférence. Ça me fait plaisir de vous revoir. Ce soir, la conférence a pour titre Oser être vrai. Pourquoi c'est important d'oser être vrai? Parce qu'on sait que être vrai, c'est être authentique, honnête. On sait que plus une personne est authentique, plus elle est fidèle à elle-même, plus elle va être en mesure de garder sa paix intérieure parce qu'elle va être en conformité avec ce qui se situe dans son cœur. Elle agit en conformité avec ce qu'elle pense. C'est en adéquation. Ce qu'elle a dans son cœur, c'est ce qu'elle démontre à l'extérieur. Elle reste fidèle à ses valeurs à ce moment-là. On n'est pas en conflit à l'intérieur, hein. Il n'y a pas de pensée perdue par rapport à ce qui se passe parce que il n'y a pas ces tensions intérieures. L'esprit reste en paix, qui fait que la personne est contente d'elle-même parce qu'elle se sent authentique, vraie, honnête envers elle-même. C'est ça qui est important. Oui, c'est ce qu'on retrouve aussi dans le but du Raja Yoga, c'est se sentir bien dans notre cœur. S'il y a des situations qui se présentent puis que on n'est pas content de ce qui se passe, ben, il va y avoir quelque chose qui va se passer dans notre cœur. Puis c'est ça qui va être, je dirais, l'indice pour nous montrer qu'on est enligné sur quelque chose de négatif. Être authentique, c'est être parfaitement aligné avec nos sentiments intérieurs et aussi avec notre essence spirituelle. C'est ce qu'on va un peu mettre l'accent ce soir parce que on associe souvent à être vrai, à être authentique, c'est être aussi transparent, honnête. Puis il n'y a pas personne qui ne veut pas être perçu comme une personne malhonnête. Toute personne, du moins celles qui sont dans un cheminement spirituel, aspirent à être authentiques, à être vrais. C'est leur objectif, être fidèles à leurs valeurs. Mais on peut se poser la question, est-ce qu'on peut vraiment être authentique dans toutes les situations? On nous a souvent dit parfois, vous avez sûrement entendu, toute vérité n'est pas bonne à dire. Sûrement vous avez déjà entendu ça. Et si des fois on dit à l'autre exactement ce qui se passe, ce qu'on pense d'elle dans notre cœur, ça risque peut-être de créer des conflits. Alors on n'oserait pas le dire. Que parfois il y a des obstacles à l'authenticité. Il y a des situations qui peuvent se présenter où on n'osera pas vraiment dire ce qu'on pense ou agir en conformité avec ce qu'on veut. Parfois on n'ose pas afficher notre mode de vie, nos croyances spirituelles aussi. Pourquoi on fait ça? Ben, c'est souvent par peur du jugement. Aussi, on essaie de se conformer à la société pour pas être rejeté, hein. On n'est pas tout à fait authentique à soi-même à ce moment-là. On le fait pour faire plaisir aux autres et non pas ce qui nous fait plaisir à nous. Fait qu'on continue de porter nos masques car on veut pas montrer ce qui est à l'intérieur de soi, dans notre cœur, parce qu'on sait que ça pourrait avoir des conséquences néfastes pour nous. Alors, est-ce qu'il y en a beaucoup de ce genre d'obstacles-là? Est-ce que c'est souvent des choses qui se présentent fréquemment dans notre vie, qui fait que à un certain moment, on peut pas être authentique? D'autres, oui, on n'est pas toujours à l'encontre de ce qu'on est, mais il y a des situations, des fois, qui peuvent se présenter où on peut se dire, non, non, dans cette situation-là, j'ai pas pu être authentique. Il y a plusieurs situations réelles où il y a beaucoup de personnes où elles ne peuvent pas se permettre d'être vraies, où elles se sentent contraintes à agir contre leur authenticité. Pourquoi on fait ça? Ben, comme on l'a mentionné tout à l'heure, la peur du jugement et aussi le désir d'être conforme. Des fois aussi, ça peut être par insécurité. Alors, je vais vous partager mon écran pour vous montrer des obstacles à l'authenticité. Des fois, ça peut être dans le milieu professionnel où les gens peuvent pas oser, hein? Ils vont masquer leurs émotions. Une personne peut cacher son stress ou même son épuisement
par crainte d'être perçue comme faible ou incompétente. Ou d'autres fois, accepter des tâches ou projets qui ne nous intéressent pas. En dire oui à des responsabilités supplémentaires, même si on est déjà beaucoup comblé par toutes les tâches qu'on a déjà à faire, on n'ose pas dire non. Alors qu'elle ressent ce non-là à l'intérieur, mais par peur de décevoir ou aussi même parfois pour pas mettre en danger sa carrière. Parce que si jamais elle ne fait pas tout ce que le patron demande ou tout ce que ses collègues lui demandent, ben, elle va être rejetée du groupe et les autres l'aimeront pas. Alors, on est obligé de faire des choses qui ne nous intéressent pas. Et aussi, souvent dans le milieu professionnel, on va modifier notre personnalité, adopter un comportement qui ne correspond pas à notre nature pour s'intégrer dans la culture de l'entreprise. Et je me souviens d'une personne qui portait tout le temps des jeans. Là, à un moment donné, il a fait application à un travail et la tâche, il fallait qu'il s'habille de son cravate. C'était vraiment pas son style. Ça lui convenait pas du tout, mais il était contraint d'agir de cette façon-là. Des fois, ça peut être selon nos propres croyances à nous. Moi, je me souviens quand ma fille avait eu son premier emploi, elle avait été engagée dans une entreprise de graphisme. Elle avait fait son cours là-dedans. Et puis moi, travaillant dans un hôpital, on ne pouvait pas arriver en jeans avec le t-shirt et les jeans, là. Je travaillais en orthophonie, fait que on recevait des parents avec les enfants, tout ça. Fait que pour moi, tous mes collègues de travail allaient être de mise avec bien habillés, là, veston ou robe ou jupe avec un petit chandail. Bon, c'était correct. Mais quand ma fille a eu son premier emploi, ben, je l'avais toujours vue ado avec ses jeans, ses choses un peu délabrées. Fait que là, j'ai dit, ben non, là, il va falloir que tu ailles t'acheter des beaux pantalons, là, tu vas travailler, là, tu vas aller dans un milieu de travail. Alors, il n'était pas question. Fait que j'allais forcer. On est allé au magasin. J'ai acheté un beau pantalon noir chic. Puis c'était vraiment pas son style. Fait qu'elle est arrivée au travail. Tous les patrons et les collègues étaient en jeans. C'était un milieu plutôt créatif. Alors, elle était tellement pas contente d'après moi. Fait que voyez-vous comment des fois nos perceptions, nos propres croyances, comme on pense que ça devrait être, parce que c'était pas son style de personnalité, puis elle avait trouvé un emploi qui allait justement avec son type de personnalité. Fait que je peux vous dire que les pantalons noirs chics, elle les a jamais remis. Fait que c'est ça des fois, tu sais, vouloir se conformer à la société, c'est ce qu'on pense qui est bien, qui est de mise, eh bien, souvent on va à l'encontre de notre authenticité. Alors, je peux vous dire qu'après ça, on s'est fié plus à sa propre opinion plutôt que celle de sa mère, parce que on a des préjugés, on a des façons de penser que ça devrait être comme ça dans le milieu de travail. Fait que c'est ça. Et je vais continuer de vous partager mon écran. Alors voilà, pour le niveau professionnel, il y a plein d'autres situations qui peuvent se présenter, mais c'est à vous de regarder si dans votre milieu professionnel, vous avez des situations où vous vous sentez obligé d'aller à l'encontre de votre personnalité ou de vos valeurs ou de vos goûts, de vos intérêts, sans le dire. Vous n'osez pas le dire. Souvent, des fois, on aurait la possibilité d'être entendu puis d'être respecté dans nos choix, mais on n'ose pas le dire par peur de déplaire. Fait qu'il faudrait regarder, est-ce que vous auriez la permission de vous exprimer sans avoir peur d'être rejeté ou que ça ne convienne pas. On peut le dire d'une façon beaucoup plus respectueuse et puis montrer notre ouverture d'esprit aussi, que si ça ne convient pas, c'est correct aussi, là. Des fois, on n'ose pas. Un autre point, c'est dans les relations interpersonnelles, garder caché un mauvais sentiment envers une autre personne. Et souvent, on a des personnes qu'on aime moins que d'autres. Puis, sans le vouloir, on n'est pas aussi aimant envers ces personnes-là qu'on l'est envers l'autre personne à côté.
Et ces gens-là sont en mesure de nous voir agir, sont en mesure de le réaliser qu'on n'est pas, on les porte pas tout à fait 100% plein d'amour dans notre cœur. Puis on va rester poli, c'est correct, hein? On ne veut pas créer de conflit, on ne veut pas blesser l'autre. Puis on croit être en mesure de cacher notre mauvais sentiment en se montrant poli avec l'autre. Mais en fait, ça se dégage toujours dans notre langage non verbal. Ah, les paroles restent polies, mais le ton manque d'amour. Ça se sent. On n'est pas authentique. Alors c'est là l'importance d'aller rectifier ce qui est dans notre cœur. On va le voir tout à l'heure dans les solutions là, pour comment devenir beaucoup plus authentique. Fait qu'il faut être assez honnête envers soi-même que on n'a pas un sentiment 100% positif envers telle personne ou telle personne. C'est important de pouvoir aller voir dans notre cœur, en fin de compte, j'ai porté mon attention plus sur ses défauts. C'est ce qui me vient plus facilement à l'esprit, les défauts, comment elle est. Et un autre aussi, des fois, dans les relations interpersonnelles, que ce soit avec des amis ou la famille ou des collègues, on peut faire semblant d'être d'accord. On va sourire, acquiescer lors d'une discussion, même si intérieurement on est en désaccord. On n'est pas vraiment authentique. On n'ose pas dire notre opinion. Puis aussi, on voit souvent des gens qui sont dans des relations insatisfaisantes, mais qui n'oseront pas du tout le montrer, qui ne vont pas quitter cette relation toxique par peur de solitude, ils ne veulent pas se retrouver tout seuls ou pour ne pas blesser l'autre. Hein? Ils vont fréquenter une amie ça lui convient pas, mais ils ne veulent pas la blesser. Fait qu'ils ne seront pas authentiques. C'est un type de relation qui est plein de négativité, qui ne les satisfait pas. Puis, ils vont quand même rester amis. On peut changer notre opinion envers quelqu'un. Je me souviens, il y avait une personne que je connaissais, puis qu'on faisait des activités ensemble, mais qu'une autre personne n'aimait pas du tout, puis elle n'acceptait jamais de venir quand l'autre personne était là, parce qu'elle la trouvait trop contrôlante. Si elle avait été capable de viser son regard plus sur les qualités, parce qu'elle a des très belles qualités, très serviable, très accommodante, très tolérante, très joviale. Elle avait plein d'autres belles qualités. Mais parce qu'elle a trouvé contrôlante, elle focalisait juste sur ce défaut-là. Fait que comme on porte notre attention sur le défaut, ben, on ne garde pas un bon sentiment, puis on n'aime pas fréquenter cette personne-là, puis elle a trouvé que c'était une relation toxique pour elle. Fait que elle la fréquentait pas, elle s'esquivait. Alors que tout simplement, on a à changer notre perception négative de la personne et focaliser davantage notre attention sur ses autres qualités. Elle n'a pas juste ce défaut-là. Elle a des qualités aussi. Fait que c'est à nous pour vraiment développer des belles relations avec les gens, bien, de focaliser notre attention davantage sur les choses positives, sur les spécialités des gens et cesser de garder juste ce défaut-là dans notre tête. Donc, des fois, on avait des occasions où là, c'était tout le gros. Et là, ben, elle se trouvait être en relation avec la personne qui était aussi présente. Ben, elle essayait de ne pas y parler ou pas être en relation avec elle. Alors, ça, c'est pas être vrai. T'oses pas être vrai toi-même. T'oses pas montrer que tu l'aimes pas parce que tu veux rester poli quand même, tu veux pas créer une chicane, mais t'es pas authentique. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de toi, tu peux pas montrer ton mauvais sentiment. Alors, tu restes malhonnête envers toi-même. Au lieu de changer ton sentiment intérieur, tu restes froide et puis distante, mais tu n'es pas authentique par rapport à ce que tu es à l'intérieur. Alors, un autre, face aux attentes sociales, on a parlé un petit peu tout à l'heure par rapport à se conformer à son apparence ou ses goûts, adopter un mode ou des choix qui ne reflètent pas réellement son identité pour se conformer aux normes sociales. On le voit, les jeunes, hein, c'est tous des jeans et des t-shirts, des calottes, des casquettes. C'est un peu pour se conformer. Hein. Si un ou une
ose être plus original, oups, là, ça va attirer davantage l'attention des autres. Donc, si on n'est pas trop confiant en soi, on va pas risquer de sortir du lot pour pas devenir une cible. Parce que ça prend des personnalités assez fortes pour se distinguer des autres. C'est pour ça qu'on va se conformer pour passer un petit peu inaperçu. Donc, c'est pas vraiment des fois être authentique, ce qu'on aimerait être réellement. Cacher son orientation ou son identité. Par peur du rejet, certaines personnes dissimulent des aspects fondamentaux de qui elles sont. Elles n'oseront pas dire qu'elle est l'enfant d'un tel, parce que cette personne-là est mal vue dans la société. Bien, cacher son orientation sexuelle ou son identité religieuse. Des fois, il y a des choses qu'on n'ose pas montrer. Suivre un chemin de vie imposé aussi. J'avais une amie qu'elle était obligée de faire des études en droit, alors qu'elle aurait voulu être plus une artiste, parce que justement, dans sa famille, tout le monde était en droit, avocat ou juge. Fait que, elle s'est obligatoirement forcée à s'enligner vers une carrière parce que la famille ou la société attendait ça d'elle. Fait que c'est pas rester authentique, c'est pas oser affirmer ses choix, affirmer ses goûts en face d'autorité, peur d'être rejeté par la famille. C'est pas vraiment être authentique. La personne reste malheureuse. Alors, dans les activités quotidiennes, il y a des gens qui vont se contraindre à faire des activités, soit par fierté ou par crainte d'être jugé, quelqu'un qui n'osera pas exprimer son besoin d'assistance, même dans des moments critiques où la personne est très fatiguée, elle aurait besoin d'aide, mais elle ne demandera pas. Pas montrer qu'elle ne sait pas faire telle chose. Elle va prendre beaucoup de temps pour essayer de trouver la solution parce qu'elle ne veut pas montrer aux autres que ça, elle ne sait pas. Ou... Il y en a, au contraire, sont tout prêts à aller chercher plein d'aide, s'entourer de plein de gens compétents, qui ont plus de compétences qu'eux, parce qu'ils n'ont pas cette fausse identité-là de se juger moindre par rapport à leurs compétences. C'est pour ça que des fois, ne pas oser demander d'aide, c'est pas être authentique. Puis des fois, j'ai même vu des gens qui travaillaient en restant frustrés. Ils n'étaient pas contents de le faire, puis ils le faisaient, puis ils montraient leur frustration. Sans là, tu n'es pas authentique. Si tu avais dit que tu es fatigué, puis que là, tu aurais aimé mieux rentrer chez toi, plutôt que de continuer à faire cette tâche-là de façon bourrassante, hein, quelqu'un qui bourrasse, là, bien, quand on ne le fait pas avec le cœur, on est mieux pas le faire. Parce qu'on ne récolte pas le fruit de la bonne action qu'on est en train de faire. On est en train de rendre un service. Je me souviens de quelqu'un dont j'avais déjà raconté cette histoire-là dans une autre conférence. Une mère de famille qui avait le fils qui habitait chez elle, puis qui était rendu à 35-40 ans, là. Puis le fils n'avait pas de voiture, puis il aimait bien sortir avec ses amis le soir, puis des fois, ben, il rentrait à l'heure où il n'y avait plus d'autobus. Alors, qu'est-ce qu'il faisait quand il était rendu 2 heures du matin? Ben, il appelait sa mère, qu'elle vienne le chercher. Et là, réveille la mère en pleine nuit. Fait que, au lieu de carrément l'obliger à se prendre un taxi, il savait qu'il n'y avait pas trop d'argent, là, ben, elle allait le chercher, mais de façon très fâchée, très en colère. Fait que quand il embarquait dans la voiture, ben, nécessairement, il sentait la colère. Elle, pas contente, elle l'engueulait, mais elle avait quand même fait le geste d'aller le chercher. L'action de lui rendre service, elle le faisait, mais comment le retour du sentiment du fils? Pensez-vous qu'il était en gratitude envers sa mère qui venait le chercher? Pas du tout. Il voyait à quel point elle n'était pas contente. Tu le fais, l'action, tu te sens obligé de la faire. Tu n'es pas authentique avec ton sentiment intérieur à ce moment-là. Tu récoltes aucun bon sentiment de l'autre personne à qui tu as rendu service à cause de ton attitude. Fait qu'à ce moment-là, tu n'es pas authentique avec ce que ton cœur veut. Tu te sens obligé. Fait que quand on fait des choses dans lesquelles on se sent obligé de le faire en n'étant pas authentique, eh bien, on est mieux pas le faire parce qu'on ne récolte pas les bénédictions à ce moment-là.
plutôt on récolte des mauvais sentiments d'autres personnes envers nous. Si on se sent obligé de le faire, on ne veut pas laisser l'autre dans la rue, c'est qu'il peut-être qu'il n'a pas l'argent pour rentrer à la maison. Alors à ce moment-là, c'est de travailler pour changer notre sentiment intérieur, changer cette réaction de réagir avec cette colère, puis cette frustration, de se placer dans une bonne attitude pour faire la bonne action, pour récolter la bonne collaboration du fils la prochaine fois. Parce que pensez-vous qu'il avait l'idée d'être plus bienveillant envers sa mère quand il voyait de la façon dont elle venait le chercher? Ça arrivait régulièrement. Il aurait été mieux pas du tout le faire pour que lui, il prenne ses responsabilités, ou bien de y aller avec amour pour attirer une coopération d'amour de la part du fils, puis se serait arrangé pour mieux réveiller sa mère par la suite. Mais on récolte ce que l'on sème. Il récoltait des mauvais sentiments de la part de sa mère, donc oui, il arrivait avec des mauvais sentiments aussi, puis il collaborait pas, respectait pas les besoins de sa mère. Alors, voyez-vous, quand on sème quelque chose de négatif dans notre attitude, on ne peut pas récolter quelque chose de positif. Là, on ne peut pas être reconnaissant de la belle action que vous y avez faite, que vous y avez rendu service. Fait que c'est bien important d'être authentique avec l'action qu'on est en train de poser. On rend service, ben faisons-le avec amour et avec le cœur, que ça soit en conformité et non pas par frustration et par obligation. Parce que dans notre vraie nature, on est des êtres d'amour. On n'est plus en train d'être authentique à soi, d'être un être d'amour. On est devenu un être frustré et en colère. C'est pas notre nature, ça. C'est pas comme ça la nature de l'homme. Je vais continuer à repartager mon écran. Alors, un autre point, face à son orientation spirituelle. J'ai vu des gens, moi, en Raja Yoga, qui travaillaient dans un milieu de travail où il y avait beaucoup de collègues, puis pas nécessairement des gens très spirituels. Il y a des milieux que c'est plus d'affaires ou c'est plus la performance, puis les profits, puis tout ça. Elle n'avait jamais osé affirmer qu'elle pratiquait de la méditation. Hein, n'a pas osé dévoiler ses croyances. Une personne pourrait cacher sa spiritualité ou ses pratiques religieuses par crainte d'être mise à part, d'être jugée ou même ridiculisée. À ce moment-là, on n'est pas bien en soi. On est obligé de, tout à coup, ça se dévoile. Tout à coup, les autres le trouvent. Qu'est-ce que ça fait? C'est pas rien de, je dirais, de mauvais en soi que d'être un être spirituel puis de pratiquer de la méditation, là. Et aussi, des fois, on voit des gens qui vont mettre de côté leurs propres valeurs, ne pas suivre ses habitudes de vie ou ses valeurs profondes pour ne pas déplaire lorsqu'elles vont à l'encontre des habitudes des autres. Hein, des fois, on a des valeurs, puis on n'ose pas les appliquer pour pas déplaire. Moi-même, dès que j'ai commencé à pratiquer le Raja Yoga, avant d'aller en Inde, je devais être végétarienne hein, pour être admise pour... On peut aller en touriste là-bas au centre situé en Inde ou à l'ashram, à notre maison mère, en touriste. Les gens viennent, il y a plein de visiteurs qui viennent. Ils rentrent par une porte, passent dans la grande salle où on est tous assis en train de recevoir nos enseignements, puis ils ressortent par l'autre porte. Ils font juste voir les gens à l'intérieur, mais ils assistent à aucun enseignement. Tandis que moi, quand j'y vais, ben, on est tellement nombreux à vouloir y aller qu'il y a des exigences maintenant. Hein. Il faut être végétarien depuis au moins 8 mois. Alors, nécessairement, quand j'ai voulu aller en Inde la première année, ben, j'avais annoncé à ma fille, à ma famille que j'étais végétarienne. À un moment donné, c'est arrivé les fêtes, à Noël. J'étais invitée chez ma sœur. Et là, tout le monde apporte des plats. Fait que nécessairement, dans les plats, il y avait des choses qui n'étaient pas végétariennes. Il y avait du poisson, il y avait des choses avec des œufs, il y avait, bon, il y avait toutes sortes de nourriture qui ne convenaient pas à ma diète. Et je m'y attendais que ça n'allait pas être en conformité avec mon végétarisme, que je devais
pratiquer pour pouvoir aller en Inde, parce que j'y allais en mars pour être dans le végétarisme pendant 8 mois. Parce qu'on est à peu près, cette année-là, quand on y va, on est à peu près 30 000 à y aller. Ça prend beaucoup de bâtiments pour nous accommoder tous, pour nous loger, puis pour nous nourrir aussi. Fait que c'est ça, on devient avec des nombres limités. Mais autrefois, c'était moins limité, mais en tout cas, c'était quand même exigé dans les années 90 quand j'ai commencé à y aller. Fait que nécessairement, quand je suis allée à une réunion de famille, je suis arrivée avec mon lunch. Les gens étaient bien surpris, même que j'avais appelé ma sœur pour lui dire que maintenant je suis devenue végétarienne et puis que je mangeais pas ci, pas ça. Fait que j'ai dit, fais-toi-en pas. J'ai dit, je vais m'apporter ce qu'il faut pour moi. Occupe-toi pas de moi. Tu juste parle pas comme tu voulais, puis ça, puis ça va être bien correct pour moi. J'avais averti d'avance. Bon, fait que ma sœur est avertie, mais quand les autres m'ont vu arriver avec mon lunch à la table, fait que nécessairement, on est 10 enfants chez nous. Il y avait beaucoup de conjoints aussi. Fait qu'on était à peu près une trentaine de personnes avec les grands-enfants là-dedans, là. Fait que là, ben, nécessairement, ben, là, tout le monde m'a trouvé bien misérable d'apporter mon lunch, puis de pas pouvoir prendre tous les fameux plats que tout le monde avait apportés. Ben, moi, je m'étais préparé un beau petit lunch qui avait l'air super bon, puis tout ça, tu sais. Je m'étais fait un petit pâté au millet, là. Alors, ça a surpris tout le monde la première fois, mais je suis restée fidèle à mes valeurs. Puis toutes les fois par la suite, ça fait 35 ans de ça, là, toutes les fois par la suite, quand on fait des parties de famille, j'apporte toujours mon lunch. Ma famille le sait. Ça a pu causer de questionnements. Puis même des fois, les gens me demandent, ils aimeraient bien goûter à mon plat végétarien qu'ils ne connaissent pas. Alors, c'est là où on se dit, oser faire la différence. Même si on n'est pas en conformité avec la majorité, puis qu'on est comme unique en soi, mais c'est oser rester fidèle à nos valeurs. Puis je me souviens, ma mère, une fois l'été, j'étais allée la voir au chalet, puis elle avait ramassé des bleuets, puis elle avait fait un pudding au bleuet. Elle était toute contente là, après le repas. Moi, je m'étais fait une salade de nous partager son pudding au bleuet. Je lui pose la question, est-ce que vous avez mis des œufs dedans? Elle me dit oui. Ah, ben, je pourrais pas en manger. Fait que là, tout de suite, elle dit, ouais, mais elle dit, ton Dieu, il t'en voudra pas, là, pour ça, là, tu sais. Même si tu manges avec des œufs, c'est pas grave, ça, il saura pas. Fait que, voyez-vous, je suis restée fidèle à mes valeurs. Puis j'ai bien expliqué que j'aurais bien aimé en manger, que ça m'aurait fait plaisir, tout ça. Puis j'aurais voulu lui faire plaisir aussi, mais que je restais fidèle à mes valeurs. Puis je savais très bien que Dieu m'en voudrait pas pour ça, là, tu sais. J'étais d'accord avec elle là-dessus. Je sais pas qu'on va contredire, là, tu sais. Alors, c'est ça, rester authentique, rester vrai envers le soi. Parce que si j'étais pas restée conforme, je serais restée après ça avec un sentiment d'insatisfaction de moi. J'aurais pas été contente de moi. Parce que j'aurais pas été fidèle à mes engagements. C'est là où on a beaucoup plus de paix de l'esprit quand on maintient cette fermeté dans notre authenticité, dans notre honnêteté envers le soi. Voilà pour ça. Pourquoi on n'ose pas montrer qui nous sommes réellement? Parce que souvent, la perception de soi est pas élevée. Je vais vous montrer l'image partagée. Pourquoi on n'ose pas être vrai? Voyez-vous, ici, la petite plante, elle est toute faible, toute fébrile, fragile, elle est très vulnérable. Ça, c'est sa perception extérieure, c'est la perception qu'elle a d'elle-même. Mais si, en réalité, elle osait reconnaître qui elle est, voyez-vous l'ombre de cette petite plante, cette petite pousse, voyez-vous, ça, c'est sa vraie nature. C'est sa nature qui est pas extérieure, physique, au niveau du corps, de la matière. C'est sa nature subtile, sa nature spirituelle. Elle est, en fait, une âme puissante.
on est solide, on a cette force intérieure. Mais comme on ne s'identifie pas à notre identité réelle de qui on est, cette âme puissante, parce que l'âme, de par sa nature, elle a ce pouvoir, elle a tous les pouvoirs à l'intérieur d'elle, mais elle ne le reconnaît pas. Elle regarde sa forme extérieure, elle se compare aux autres, elle voit les autres sont plus beaux, plus grands, plus forts, plus riches, plus populaires, plus charismatiques. Alors, on n'ose pas aller voir à l'intérieur de soi qui on est réellement. On fait juste regarder par rapport aux autres à l'extérieur, puis on en trouvera toujours des meilleurs que nous autres, plus compétents que nous autres, puis plus gentils que nous autres, puis plus aimés que les autres, tout ça. Alors, pourquoi on n'ose pas s'identifier à notre vraie nature? Souvent, c'est parce que cette perception-là de soi, elle est basée sur ce qu'on appelle la conscience du corps en Raja Yoga. Elle est basée sur ce qu'on voit à l'extérieur. Notre apparence, nos rôles qu'on joue dans la société, les relations qu'on a. C'est pour ça qu'on essaie de passer inaperçu pour pas être confronté aux autres, qu'on perçoit plus fort, plus puissant, puis même des fois peut-être dangereux pour nous. Hein? On a peur d'eux. On manque de courage, d'oser affirmer cette authenticité à l'intérieur. On a peur d'affronter le monde extérieur. On n'ose pas se montrer réellement qui on est parce qu'on se perçoit faible. Hein, la petite pousse, elle est toute faible. Alors que c'est pas ce qu'on est réellement. Si on sait aller reconnaître l'être spirituel que l'on est, on va retrouver notre pouvoir. On a oublié réellement qui on était. On est cet être spirituel, cette forme subtile qui est pas matérielle. C'est ça qui est important. En Raja Yoga, on vous amène à retrouver votre vraie identité. C'est voyez-vous, on dit la vraie identité. On n'est pas de la matière. Quand on quitte le corps devient un cadavre. Mais nous, on continue d'exister. On est cet être qui pense à l'intérieur. Et si on sait se reconnaître comme étant cet être spirituel, on va retrouver notre fierté, notre honnêteté envers le soi, notre authenticité, notre vérité, parce que c'est ce qu'on est réellement, cet être vrai, cet être spirituel. C'est ce qu'on est en réalité. De par notre nature, c'est ce qu'on est, des âmes puissantes, fortes, aimantes, bienveillantes, pleines d'amour. On est des donneurs. C'est ce qu'on est. On est des âmes bienfaiteurs du monde. On a toutes les qualités en nous. Il s'agit de se réidentifier à tout ça et cesser de s'identifier à ce qu'on a fait ou à ce qu'on a dit, à nos erreurs, à tous nos petits traits de personnalité acquis en cours de route puis qu'on n'aime pas trop nos petits travers, là. C'est pas nous, ça. C'est pas notre réalité de qui on est. C'est comme si on était de l'eau polluée puis qu'on s'identifie à la pollution qui est en nous. Toutes ces erreurs, toutes ces fautes, toutes ces faiblesses, toutes ces incompétences, pas être à l'auteur, pas se sentir digne. On s'identifie à toutes ces faussetés qui ne nous appartiennent pas. Parce qu'en réalité, on est des êtres purs. L'eau, de par sa vraie nature, c'est H2O. Cette impureté-là qui est dans l'eau, ça lui appartient pas. C'est acquis en cours de route. C'est des choses avec les expériences, des gens qui sont venus jeter des déchets, puis on s'est laissé influencer, puis on a tout fait ça, puis on s'est identifié à ça. Ça, c'est l'extérieur, ce que les gens voient, ce qu'on dit dans ce qu'on fait. Alors que notre vraie réalité, c'est cet être pur à l'intérieur. Comme l'eau, ça n'a jamais changé sa nature. Elle reste toujours H2O, mais l'impureté ne lui appartient pas. Tous ces déchets-là, toute cette pollution-là dans l'eau, ça lui appartient pas. Elle est l'eau, c'est H2O. C'est ça, sa nature. Fait que vous, votre nature, c'est d'être cet être spirituel. C'est ça à quoi on doit s'identifier et c'est ça notre vraie authenticité.
la vérité de qui on est réellement. C'est ça qu'il faut reconnaître. Je vais repartager mon écran. Oser être vrai. Tout à l'heure, on a vu les obstacles qui nous empêchaient d'être vrais. Maintenant, on va regarder quels outils on peut avoir à notre disposition pour surmonter ces obstacles-là qui nous empêchent d'être vrais. On va passer à cette étape-là. La première, être à l'écoute de nos émotions. Nos émotions, c'est des signaux d'alarme qui sont très efficaces en nous. Il s'agit d'être à l'écoute, hein. Des fois, on a des petites frustrations à l'intérieur. Pas pour rien qu'elles émergent, ces frustrations-là. Il y a une perception qui vient de naître dans notre esprit qui est négative, qui a fait naître cette frustration-là. Et cette perception négative qui a fait naître la frustration, on va l'attribuer, c'est à cause de lui que je me sens frustrée. Non, c'est parce que j'ai créé des pensées négatives. Hein, comme le fils qui appelle sa mère à 2 heures du matin. Bon, ben la maman est frustrée. Elle pense que c'est à cause du fils qu'elle est frustrée. Non, c'est sa perception négative de l'attitude du fils. Lui a besoin d'aide. Lui a besoin d'un livre. Mais comme son fils exagère, qui ambitionne sur elle, qui la manipule, qui la respecte pas, toutes ces pensées négatives-là qu'elle a vont faire naître ce genre de frustration-là. Alors que si elle surveillait ses pensées, s'identifier qu'elle est une être serviable, d'amour, parce qu'elle a été comme ça pendant qu'elle était jeune, là, toute son enfance, c'est une bonne maman, bien, pourquoi elle n'est pas restée fidèle à elle? Parce qu'à un moment donné, elle s'est mise à aller à l'encontre de ses valeurs et de ses souhaits, puis de ses désirs. Elle s'est mise à plier, 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 puis l'autre s'est mise à ambitionner. Parce qu'elle n'a pas été au départ fidèle à ses valeurs. Alors, des fois aussi, quand on ressent des peurs à l'intérieur, hein, de la tristesse, de l'envie ou de la jalousie, ces signaux d'alarme-là qui sont à l'intérieur, là, ces émotions-là, c'est comme si c'était notre GPS. Ça nous donne l'orientation. Ça nous démontre qu'on est mal en ligne, qu'on n'est pas dans la bonne direction. On n'est pas vers notre vraie nature que je vous ai énumérée tout à l'heure. Un être de paix, d'amour, de pureté, de sagesse, de bonté, de bienveillance. C'est toutes les qualités, là, ça, c'est notre nature. Fait que là, nos petites émotions qui viennent de naître, nos émotions négatives, là, bien, on a juste à être à l'écoute de ces émotions-là, ça va tout de suite nous dire qu'on est mal en ligne, qu'on n'est pas dans la bonne direction. Elle nous donne des indices importants de ce qui est enfoui dans notre subconscient. Toutes ces accumulations-là de fausses perceptions puis de pensées négatives, hein, de nos croyances, de nos valeurs, de nos préjugés, des étiquettes aussi que les autres nous ont attribuées puis qu'on a endossées, puis des perceptions négatives qu'on a développées envers les autres. Puis effectivement, comme on a développé ces perceptions négatives-là, on se trouve à envoyer des malédictions. C'est pas des bénédictions. Bénédictions, c'est des pensées qui apportent du bien aux autres. Mais comme on envoie des pensées qui envoient du mal, il ambitionne, c'est pas correct, il me respecte pas, il est pas poli, il me manipule. Bon, ben, toutes ces perceptions négatives de voir que les autres sont comme ça, ils deviennent comme ça. On leur envoie des malédictions. Ils deviennent ce qu'on pense. On a de l'influence par nos pensées. Réalisons l'impact de nos pensées, à la fois sur le soi et à la fois sur les autres. On devient ce que l'on pense et on force les autres à devenir ce que l'on pense d'eux. On les condamne à être ça. Réalisons l'impact de nos pensées. Un autre point pour surmonter les obstacles qui nous empêchent d'être authentiques, observez votre monde intérieur. Hein. Posez-vous régulièrement des questions comme qu'est-ce que mon cœur veut vraiment?
Hein, si des fois on vous demande un service, puis que vous vous sentez obligé de dire oui, qu'est-ce que votre cœur veut vraiment? Pourquoi on n'ose pas expliquer pourquoi on ne peut pas le faire ou pourquoi ça ne nous convient pas de le faire? Vous êtes trop fatigué actuellement. Il y a des façons. Ou des fois, les gens nous lancent une invitation, puis non, 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 ça me convient pas, mais on donne pas la raison. On fait juste répondre par courriel, comme de quoi qu'on ira pas. Et quand, à un moment donné, si ça nous convient pas, il y a des raisons pourquoi. Est-ce que cette décision ou cette action reflète mes valeurs profondes? On regarde, des fois, on ne sait pas trop, devrais-tu ou devrais-tu pas? Ben, on peut se poser cette question-là. Est-ce que mon sentiment intérieur envers cette personne est différent de ce que je lui montre à l'extérieur? Des fois, on a des collègues avec qui on peut travailler, puis on a une perception négative d'un tel trait de caractère que la personne a, puis on garde ce genre de pensée-là envers elle, puis notre sentiment intérieur, on reste poli, c'est correct, on ne veut pas créer de chicane, mais on n'a pas soigné notre sentiment intérieur. Fait que nécessairement, on n'est pas authentique envers la personne. Prendre conscience de ses peurs, hein, déterminer ses peurs, en le temps de reconnaître ce qui nous empêche d'être vrai. Des fois, c'est la peur du rejet, la peur de l'échec ou la peur d'un jugement. Prendre conscience de nos peurs. Puis, quand on voit qu'on a tel type de peur, des fois, on a peur de donner notre opinion, peur du jugement que les autres pourraient avoir si on sait que notre opinion ne serait pas tout à fait pareille comme l'autre personne, plutôt au contraire. Alors, transformer ces peurs en opportunités de créer de la confiance en soi, hein, on appelle ça des opportunités de croissance. Si je partage mon opinion, je pourrais me sentir plus prise en considération. Il y avait quelqu'un, quand on voulait organiser des activités avec la famille, quel soir ça nous convient, quelle sorte d'activité qu'on veut faire, en quel endroit qu'on va aller. Bon, ben, elle n'osait jamais donner son opinion de peur que ça soit pas comme cela que les autres vont penser. À ce moment-là, elle n'était jamais consultée. Elle ne donnait jamais son avis. Elle disait toujours, oui, c'est correct, oui, oui, ça me convient. On venait tout le temps. Alors que d'autres disaient, ah, ben moi, ils n'osaient pas apporter leurs idées. Des fois, il peut y avoir quelqu'un d'autre peut avoir des très bonnes idées, puis ça faisait changer les idées des autres. Ah oui, ça serait bien plus fun de faire ça, d'aller là. Mais quand quelqu'un n'a jamais donné son idée, parce que justement, ils n'ont jamais développé à dire leur idée, donc ils n'ont jamais d'idée. Ils n'ont pas développé ça, développé leur goût. Ils sont toujours conformes à ce que les autres veulent, peur de ne pas être aimés. Alors, c'est important de oser essayer de regarder ce que moi, il me plairait. Puis des fois, on peut être très original dans nos idées. Puis c'est des choses que les autres n'auraient pas pensé. Fait que si on n'est pas là pour confronter, mais juste partager notre opinion, hein? À ce moment-là, je vais être plus prise en considération. Si on rejette notre opinion, c'est pas nous qu'on rejette. C'est juste qu'on partage pas cette idée-là, c'est tout. Pourquoi s'associer à notre opinion? Fait que c'est important de distinguer ça. On a droit à des opinions, et si notre opinion n'est pas retenue, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas aimé pour ça. Ça ne veut pas dire qu'on est rejeté. Quoi s'en faire? Des fois, on se fait des malheurs pour rien. On se crée des perceptions fausses des autres envers nous. Alors, je continue. Par la pratique spirituelle de votre vraie identité, hein. Des fois, ça peut être des obstacles pour éviter de s'identifier à des fausses identités. C'est important de développer notre vraie identité en pratiquant cette forme d'identité de à peu près 15 minutes de méditation pour s'identifier à qui vous êtes réellement. En se disant, je suis une âme, je ne suis pas ce corps, pour cesser de s'identifier à notre forme corporelle.
Je ne suis pas ce corps, je suis cette énergie subtile. Voyez-vous comme la projection de l'arbre, l'ombre qu'on voyait sur le mur? Des gens vont dire, bon oui, mais c'est pas la réalité, c'est pas la réalité physique. Nous, on n'est pas un être physique. On est un être spirituel venu dans le monde physique, venu expérimenter dans la matière. Alors nous, on est cet être spirituel venu expérimenter dans la forme corporelle, dans la forme matérielle. On est cet être subtil, on n'est pas ce corps. Je suis cet être qui pense. L'énergie à l'intérieur, je suis cet être qui pense. Et il y a un philosophe qui a dit, je pense donc je suis. Je pense que c'est Socrate. Je pense donc je suis. Je suis cet être qui pense. Puis, identifiez-vous aux vertus originelles de l'âme. Hein? Je suis une âme paisible. Si vous manquez de pouvoir, vous sentez que vous manquez de pouvoir, identifiez-vous. Je suis une âme puissante. Je suis une âme légère et lumineuse. Si vous avez plein de soucis, légère et lumineuse. Je suis fière de qui je suis. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Apprenez à vous aimer et à vous accepter tel que vous êtes. Reconnaissez vos spécialités, vos vertus, vos belles qualités. Hein? Cessons d'identifier à nos erreurs, puis nos petites faiblesses, puis nos défauts du passé. Hein? Commencez à vous identifier à des belles qualités parce que il y a un autre philosophe qui a dit, on devient ce que l'on pense. Imaginez-vous que vous êtes une âme puissante, vous allez arrêter de vous sentir faible puis incompétent. Je suis une âme puissante. On a tous les pouvoirs en nous. On est capable de s'adapter, de tolérer, de bien discerner, de s'intérioriser pour aller retrouver sa stabilité intérieure, retrouver notre paix, de coopérer. On a un bon jugement. Alors, commencez à vous identifier à vos vertus originelles. Renforcer son estime de soi, reconnaître ses réussites, pas juste quand eu des échecs dans la vie. Tenez un journal où vous notez vos réalisations quotidiennes, même les petites, les petits succès qu'on a là, pour développer l'estime de soi. Puis aussi, ayez des affirmations positives comme je mérite d'être moi-même, mon authenticité est ma force. Je suis un être unique. Évitez de vous comparer aux autres. Votre unicité, c'est votre plus grande force. Il n'y a pas personne qui est pareil comme vous. Vous êtes original. Hein? Quand on achète un vêtement original, il coûte cher. Hein? C'est une création. Il y en a juste un comme ça. Quand on est tout en série, ça vaut pas grand-chose. Mais reconnaissez votre unicité, votre grande valeur. Il n'y a pas deux personnes comme vous. Respectez votre unicité, respectez-la, construisez-la à partir de ce qui vous rend unique. Reconnaissez vos spécialités. Puis si vous avez de la misère à les reconnaître, demandez aux autres, c'est quoi mes spécialités? C'est quelle qualité tu vois en moi? Y a-t-il des qualités que tu reconnais que je peux avoir? Puis vous allez voir, les gens vont vous en trouver. On a beaucoup plus de difficultés à s'en trouver à soi. Je ne sais pas pourquoi. Hein. C'est cette fausse fierté de toujours focaliser sur nos faiblesses plutôt que de regarder nos bons coups et nos forces. Un autre, développer le courage un pas à la fois. Pratiquer l'honnêteté progressive. Hein, des fois, si vous êtes des gens qui n'ont jamais osé donner leur opinion, ben, partagez votre vraie opinion dans un contexte où vous sentez que c'est avec des gens familiers, hein, soit votre famille ou vos proches, des amis proches, où vous vous sentez en sécurité avec eux, ben, commencez à développer cette possibilité d'oser donner votre avis. Hein? Osez être authentique. Qu'est-ce qui vous plairait vraiment dans votre cœur? Ou qu'est-ce que vous aimez moins aussi? Vous pouvez le dire. Obligé de faire semblant que vous aimez ça quand on va chez des amis puis qu'il y a un plat qui nous est servi. Moi, il y a quelqu'un qui m'a servi quelque chose ce matin, puis c'était de la crème fraîche. D'autres personnes aiment ça quand on ajoute de la crème fraîche sur le muffin. Moi, je l'ai dit,
Crème fraîche, elle n'est pas sucrée. J'aime mieux quand elle est sucrée. Fait que quand elle est fraîche, elle est nature, ben non, j'aime mieux pas en avoir, j'ose le dire. Que la personne ne voit pas comme un rejet d'elle. J'ai osé le dire. Elle m'a posé la question parce qu'elle avait déjà servi dans le passé, puis je l'avais laissé dans mon assiette. Je ne l'avais pas mangé. Fait que ce matin, on en a servi avec de la crème fraîche. Ben, je l'ai mangé pareil parce qu'il y en avait très peu. Elle m'en avait pas mis beaucoup parce qu'elle n'était pas trop sûre, mais elle pensait que j'aimais pas ça. Puis elle m'a reposé la question. Mais comme il était sur les bleuets, ben, ça s'équilibrait. Elle m'a posé la question, voir si, effectivement, si j'aimais moins la crème fraîche. Fait que je l'ai dit, j'étais honnête. C'est sûr que la prochaine fois, ça m'en resserre, avec les autres, elle leur a servi vraiment comme un plat de yogourt, là, tu sais, plein, là. Ben moi, je suis contente, j'en aurais pas. J'aime mieux pas l'avoir. On va être obligé de la laisser, puis peut-être faire fâcher l'autre. L'autre personne, elle a assez d'authenticité pour pas le voir comme un rejet. Ça me plaît pas, ça convient pas à mes goûts. On a le droit d'avoir des goûts particuliers. Prenez les risques calculés. Essayez de dire non à une demande déraisonnable ou exprimer un avis personnel dans une conversation. Hein? Commencez à essayer d'aller un petit peu prendre des risques. Comme moi, j'ai pris le risque de dire effectivement que non, la crème fraîche, c'est pas quelque chose que j'aime en particulier, là. C'est correct. On a le droit. Payer ou rejoindre un groupe de soutien. Ça, c'est important. Hein? Il y a des fois, il y a des gens qui travaillent en groupe pour développer des valeurs. Des fois dans des mouvements spirituels ou dans des équipes de travail, dans des milieux ou dans des cercles d'amis. Il y a des groupes sociaux qui vont travailler pour développer des belles valeurs. Alors, essayez de vous entourer de ces personnes-là qui sont alignées vers des valeurs que vous voulez défendre et que vous voulez développer. Cherchez des communautés où l'authenticité est valorisée. Il y en existe, puis on sait que des mouvements qui nous amènent à essayer de dépasser des faiblesses. Alors, entourez-vous de ces gens-là qui cherchent à rester authentiques. Évitez les influences toxiques. Identifiez les relations ou environnements qui vous poussent à porter des masques. Donc, quand on est obligé de montrer le contraire de ce qu'on est, à ce moment-là, c'est peut-être pas des bonnes influences pour vous. Si vous auriez aimé être fidèle, tu sais, c'est des milieux où on vous incite à fumer ou à prendre de l'alcool, puis que vous, ça vous convient pas. Bien, évitez ces endroits-là où vous vous sentez obligé de faire comme les autres. Ça vous convient pas, ça vous convient pas. Évitez ce genre de monde-là. Apprendre à pardonner et à lâcher prise. C'est important. Pardonnez-vous vos erreurs. Acceptez que l'authenticité, c'est un chemin, puis on peut manquer notre coup en route. C'est correct. Ce qui est important, c'est de le reconnaître, d'être assez honnête envers le soi pour, oui, j'ai fait une erreur. Puis, c'est pas de se culpabiliser puis d'en avoir honte par la suite. Non. Dès que tu l'as reconnu, parfait. Passe à autre chose. Reste pas là bloqué à t'en vouloir. Tu l'as reconnu, c'est une réalisation. Parfait. Et maintenant, essaye de faire mieux la prochaine fois. Tu peux encore tomber, tu peux encore trébucher, mais mets-toi pas à avoir des fausses identités envers toi en te disant que tu es faible, tu manques de volonté, tu manques de pouvoir. Faut pas commencer à s'attribuer ce genre de faiblesse-là parce que si on s'attribue ça, on va devenir ce qu'on pense. On va devenir faible, puis on va manquer de pouvoir, puis on va se sentir pas capable, on va manquer de courage. Alors, c'est important de tout de suite se donner du pouvoir, pas s'identifier aux faiblesses. On devient ce que l'on pense. Libérez-vous des attentes extérieures, hein, les autres qui veulent que vous fassiez quelque chose ou
que vous soyez quelque chose. Rappelez-vous que vous n'avez pas à plaire à tout le monde. Certaines personnes n'aimeront pas votre type de personnalité. Il y a des gens gênés, il y a des gens extravertis, il y a des gens introvertis, il y a des gens qui sont très vantards, il y a toutes sortes de personnalités qu'on peut avoir. N'essayez pas de plaire à tout le monde. On avait une responsable, nous, autrefois, dans l'organisation des Brahma Kumaris, là-bas en Inde, Dati Janki. C'était quelqu'un qui était une personnalité très forte et très sévère envers elle-même. Elle essayait de jamais répéter les mêmes erreurs. Puis elle progressait beaucoup, puis elle réfléchissait beaucoup, puis tout ça. Puis quand quelqu'un venait la voir pour lui demander conseil, elle donnait toujours l'heure juste. On savait qu'on pouvait se fier à son opinion. Elle essayait pas de dire, ben non, fais-toi-en pas, c'est bien correct, c'est l'autre qui a exagéré, puis t'es bien correct, tout ça. Non, non, elle te donnait l'heure juste, son opinion. Tu décrivais les faits, puis elle te faisait te poser des questions pour que tu réalises des choses, puis tu savais exactement. Elle cherchait pas à plaire. Puis des fois, les gens sortaient, puis là, ils réalisaient qu'en fait, c'est eux qui avaient tort. Ils étaient fils de ça, et même il y en a des fois qui pleuraient, mais Daddy Yankee essayait pas de plaire aux autres. Elle était authentique dans ce qu'elle avait perçu. Et c'est ce qui faisait que ça faisait beaucoup progresser les gens. Puis quand les gens, après ça, même s'ils avaient été branlés, même s'ils avaient pleuré après, puis ça leur avait fait de quoi, au moins ils avaient réalisé leur erreur. Et puis, ça les renforçait, ils se transformaient. Puis s'il arrivait autre chose, ils revenaient encore vers Daddy Yankee pour encore aller chercher son conseil parce qu'ils savaient qu'ils allaient avoir leur juste avec elle. C'est important de donner leur juste aux gens qui viennent vous le demander. On n'était pas là à te pointer si tu ne le demandes pas, mais si tu viens la consulter, elle va toujours te donner leur juste. Les gens, mettons, moi, je prépare des textes, puis si je demande à quelqu'un, tu as dit, oui, oui, c'est beau, hein, c'est bien beau, c'est bien correct. Bon, ben, il y a une autre personne que je sais qu'avec cette personne-là, j'ai leur juste. Puis des fois, la personne va dire, ouais, peut-être que je têteuse un peu, là, mais il y a telle chose, là, j'aurais plutôt dit ça comme ça, là, tu sais. OK, j'avais leur juste tout le temps. Fait que je continue à la consulter, cette personne-là, parce que je savais que je pouvais avoir vraiment son idée vraie, authentique. Je cherchais pas à plaire et de me donner raison tout le temps. Fait que des fois, on a besoin d'avoir les avis des autres. Fait que soyez authentique. Alors, un autre outil concret, un petit journal de gratitude, hein. Si on veut développer la confiance en soi, puis l'amour de soi, bien, notez chaque jour des moments où vous avez été authentique, où on était fier de ce qu'on a réussi dans la journée. Puis aussi faire un bilan de sa journée. Chaque soir, nous, on nous invite à examiner dans notre cœur s'il y a eu des sentiments négatifs envers des personnes. Parce que des fois, on peut être correct envers une personne, puis là, il s'est passé de quoi, puis hop, il y a comme un sentiment négatif qui est né, puis on le nettoie pas. Mais on reste avec cette opinion-là envers la personne. Puis le lendemain, bon, OK, c'est correct. Puis là, le surlendemain, il y a encore une autre petite affaire qui arrive, puis encore un autre sentiment négatif qui embarque. Après ça, ça vient qu'à un moment donné, on n'aime plus la personne. On a comme un mauvais sentiment. Bien, parce qu'on n'a pas soigné notre bilan, on n'a pas vérifié s'il y avait des pertes dans la journée. C'est comme un bon homme d'affaires qui puisse aller vers le progrès de son entreprise. Il faut qu'il vérifie s'il y a eu plus de pertes dans sa journée que des revenus. Il faut vérifier ça, savoir si on est dans le plus ou dans le moins. C'est important de faire notre bilan. Est-ce que ce sont leurs défauts qui montent à notre esprit? Quand tu penses à la personne, là, c'est plus ses défauts qui montent et non pas ses bons coups, puis sa serviabilité, puis qu'elle est toujours bienveillante envers les autres, mais elle était bête un petit coup avec toi, elle t'a dit quelque chose, puis oups, t'as trouvé qu'elle avait un ton pas respectueux, mettons. Ouais, ben, si je nettoie pas cette perception négative, puis je focalise pas mon attention plus sur les bons coups, ben, je vais rester avec la perception négative quand je vais penser à la personne. Puis quand je vais agir devant la personne, c'est le sentiment négatif qui va sortir. C'est ça qui est présent dans mon esprit.
On n'est plus authentique à ce moment-là. On va se montrer poli, gentil, mais notre cœur, il n'est pas là. Et ça paraît. L'autre personne le sent qu'on ne l'apporte plus dans notre cœur. Alors, si vous centrez votre attention sur leur spécialité, vous allez pouvoir modifier la perception négative que vous avez eue. Donc, c'est important de faire le bilan s'il y a une petite crotte sur le cœur envers quelqu'un le soir. Il faut toujours nettoyer. Hein. C'est comme votre maison, vous la rangez, vous essayez de la mettre propre avant de vous coucher. Si vous avez créé cette bonne habitude-là, ben, à ce moment-là, c'est une chose qu'on peut faire. Alors, on termine avec ça. Reconnaissez qui vous êtes. Et vous avez entendu dans la présentation que je vous ai faite ce soir qui vous êtes un être de paix, un être d'amour, de contentement, de sagesse, de pouvoir, de pureté, de vérité. En fait, vous avez toutes les qualités. C'est notre nature. C'est ce qu'on est, comme le petit bébé qui arrive, il est tout pur, tout bienveillant, tout gentil, dans le contentement. Hein? On a toutes les qualités. C'est ça à quoi qu'on doit s'identifier. Et pourquoi? Parce que oser être vrai, de s'identifier à ça, parce qu'on devient ce que l'on pense. Hein? Vous êtes cet être qui est plein de pouvoir. Voyez le nouvel arbre qui vient d'apparaître? Si vous osez vous identifier, non plus à la petite pousse fragile, toute fébrile et toute vulnérable, puis faible, voyez l'être spirituel que vous êtes. C'est ce que vous êtes en réalité. Une puissance innée. Identifiez-vous à cette force intérieure que vous êtes. Cessez de vous identifier à votre forme extérieure, de ce que vous êtes dans la société, le rôle que vous jouez, puis toutes les perceptions qu'on vous a données, les étiquettes qu'on vous a données en route. Oser être soi, c'est oser être un être de paix, d'amour, de sagesse, de pouvoir, toutes les qualités. Identifiez-vous à ça, puis vous allez voir que vous allez être ce que vous êtes réellement. En conclusion, rappelez-vous votre objectif ultime. Il y a plusieurs bienfaits à rester authentique, à rester vrai, en vivre dans la vérité, en étant honnête envers soi-même. Ça va vous apporter la paix intérieure. Et c'est dans cet état de paix intérieure, quand il n'y a plus de soucis, que l'âme expérimente le bonheur. Et c'est ce qu'on veut tous expérimenter dans la vie, le bonheur, l'amour. Et vous êtes amour. Retrouvez votre vraie identité. C'est ce que vous êtes. Hein, ça va renforcer les liens significatifs qui vont vous permettre de contribuer à créer un monde meilleur. Si vous, vous êtes heureux, vous êtes en paix, vous êtes amour, vous allez percevoir les autres avec des perceptions beaucoup plus bienveillantes, beaucoup plus positives. Vous allez voir les autres comme vous êtes aussi, des êtres de paix et d'amour, même s'ils agissent avec colère et avec un cœur dur, c'est pas leur vraie nature. Ils sont pas fidèles à leur nature. Allez voir au-delà des apparences. Ils ont développé des mauvais sanskars, hein, des mauvais traits de personnalité, mais c'est pas leur vraie nature. C'est ce qu'ils démontrent à l'extérieur. Et si vous, vous savez rester fidèle à votre nature, vous devenez un modèle et vous leur rappelez comment être vrai en ayant le modèle devant eux. Et si vous êtes généreux, que vous êtes serviable, des donneurs, continuez de donner. Jamais penser que les gens ambitionnent sur vous. C'est vous qui vous laissez ambitionner. C'est vous qui avez peur de dire non pour peur d'être rejeté ou de peur de plus être aimé. Soyez fidèles, soyez authentiques. Les autres ils ont le droit de demander de l'aide. Mais vous, c'est vous à être authentique. Jamais percevoir que les autres ambitionnent puis influencent. Ils vous influencent puis ils vous manipulent puis tout ça. C'est vous à rester authentique à ce que votre cœur vous dit. On est responsable de ce qu'on fait.
Alors, ça devient notre dharma. Hein? Dharma, on appelle ça en hindi, ça veut dire notre mission. C'est quoi notre mission? Être amour. Quand vous allez quitter le corps, on va vous demander combien as-tu aimé? As-tu été amour au cours de ta vie? Combien as-tu aimé? À ce moment-là, quand on sait être amour, vous allez sentir ce sentiment de plénitude envers vous-même, de satisfaction, de contentement, et ça va vous maintenir dans la paix de l'esprit. Un empereur sans souci. Hein? Raja, ça veut dire un empereur, c'est un roi, un maître de soi. C'est quelqu'un qui reste sans souci, qui agit toujours en conformité pour garder la paix intérieure, qui est vrai parce qu'on est des êtres de paix. Alors j'agis pour maintenir ma paix, parce que c'est ce que je suis. Je suis ce que je pense. Et c'est un voyage qu'on vient faire ici. C'est pas la destination. On est ici dans le monde corporel. Alors rappelez-vous, on devient ce que l'on pense. C'est important de surveiller à quoi on pense. Hein, comme c'est une philosophie que nous avait rapporté Bouddha. Puis il y a un autre philosophe qui s'appelait Marcus Aurelius, il avait dit, l'âme prend la couleur de ses pensées. Ça revient à dire on devient ce que l'on pense, mais l'âme prend la couleur de ses pensées. Si on a des pensées bienveillantes, l'âme va être bienveillante. Mais si on a des pensées maléfiques envers les autres, pas très bénéfiques, on leur envoie du mal. On les associe, on les perçoit avec des défauts. Il faut changer ça. On est responsable de ce qu'on fait. Il y en avait un autre aussi qui avait un autre dicton. L'homme est ce qu'il pense tout au long de la journée. C'était Emerson, qui est un philosophe américain. L'homme est ce qu'il pense tout au long de la journée. Alors, surveillez ce à quoi vous pensez tout au long de la journée. Et dès que vous voyez que c'est rendu dans du négatif, hop, identifiez-vous à votre nature. Un être de paix, d'amour, ça, c'est des pensées spirituelles élevées qui sont la vérité de qui vous êtes. Est-ce que vous aimez mieux vous identifier à vos faiblesses ou à vos qualités? Vous avez le choix. Parce qu'on devient ce qu'on pense. Comme se dire, ouais, mais je suis pas si paisible que ça, je suis souvent stressée. Ouais, mais si tu veux devenir paisible, identifie-toi à la paix. Si tu t'identifies pour être stressé, tu vas rester stressé parce que c'est ce que tu sèmes comme pensée. On récolte ce que l'on sème. Si tu veux devenir calme, dis-toi, même si tu es super stressé, là, tu dis, je suis calme, de plus en plus calme. J'aime être calme. C'est ce que je veux devenir. Alors, je sème cette pensée parce que c'est ce que je veux devenir. Je suis calme. Je suis de plus en plus calme. Je suis en train de devenir de plus en plus calme. Hein? Semez les pensées. Vous allez voir, ça va vous calmer. Continuez à penser que vous êtes stressé, vous allez voir, vous allez être vraiment stressé. Nos pensées ont de l'effet sur nous. On a des pensées négatives envers quelqu'un, on ressent de la tristesse, de la colère, de la frustration. C'est nous qui avons créé cette pensée-là. C'est nous qui ressentons ces émotions-là. Parce qu'on a créé ces pensées-là. C'est pas les autres qui sont responsables de ce que vous créez. C'est donner votre pouvoir aux autres à ce moment-là. Gardez votre pouvoir. Vous êtes des hommes puissants. Contrôlez vos pensées. On est tous capables de regarder à quoi on pense. Alors voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y en a qui aimeraient avoir apporté un commentaire ou une expérience? Vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, Oui. oui, bonjour. Merci beaucoup. Très intéressant. J'ai une question. Parfois, on est dans un contexte plus social. On n'est pas avec des personnes intimes, mais on est comme dans un contexte où il y a plusieurs personnes et on parle dans une soirée ou n'importe quoi. Et puis, ça donne que les gens avec qui on est abordent des sujets puis démontrent une opinion vraiment qui n'est pas la nôtre du tout, là. Bon, mettons, on est trois personnes, il y en a deux qui échangent leur opinion et ils sont ensemble d'accord, mais nous, bon, ça ne rejoint pas notre opinion, notre idée, puis bon, ça se met à la conversation s'enligne dans ça. Euh, Là, souvent, moi, je me pose la question, bon, est-ce que si on ne veut pas s'embarquer dans une grande discussion, bah, est-ce qu'on est mieux de taire son opinion
ou quand même la donner, ou comment est-ce que c'est dans des situations un peu sociales que je trouve ça plus touché. Souvent, avec les personnes intimes, ça va bien, hein? On donne On a, notre opinion, puis bon, on ouvre la conversation, puis c'est intéressant. Mais quand c'est plus dans un contexte social où c'est des gens qu'on rencontre juste comme ça, tu sais, dans le travail ou dans... Parfois, je suis un petit peu indécise à savoir est-ce que c'est bien de donner son opinion ou de laisser filer. Bon. merci pour la question. C'est une très bonne question. Parce que effectivement, des fois, on ne sait pas trop comment les autres peuvent réagir et ils peuvent voir ça comme de la confrontation. Ouais. Tout dépend de la façon dont on apporte notre opinion. Et avant d'apporter notre opinion, c'est bon d'aller explorer pourquoi l'autre pense de cette façon. Ouais. Puis souvent, c'est là que ça engage le dialogue. Au lieu de tout de suite confronter avec une opinion contraire, on s'intéresse à l'opinion de l'autre. Mm. Là, c'est là où on dit qu'on rentre dans des philosophies. Ah, Le OK. philosophe, on dialogue ensemble et ça fait cheminer Ouais. chacun. L'autre aussi, il va vouloir savoir pourquoi. Ah, c'est OK, c'est intéressant ce que tu dis. Ouais. Pourquoi il pense telle chose? Pourquoi il base sa théorie sur des opinions qu'il a entendues quelque chose? Puis peut-être ça nous fait changer nous-mêmes notre propre idée parce qu'on a eu une opinion contraire de ce qu'on a reçu ailleurs. Puis, fait que c'est ça, ça permet des beaux échanges. Et c'est juste de pas tout de suite penser qu'on est contre Mhm. ce que l'autre pense. À ce moment-là, on se positionne. Ça veut dire que moi, je suis pas d'accord. Alors, tout simplement, on veut juste échanger. Si on se place pour dire on veut échanger Mhm. des idées, là, ça démontre notre intention. Ouais. On montre clairement l'intention, c'est plus en discuter. OK. Ben, c'est très intéressant parce que j'ai essayé ça avec une couple de personnes, puis juste de dire, ah, c'est intéressant, j'avais jamais vu ça comme ça. Ben, en général, ça marche. Hein? Oui, puis on peut lui demander d'élaborer davantage. Puis au moment où il élabore davantage, là, ça nous donne la place où là, la personne a peut-être bifurqué dans la façon d'interpréter des choses, puis on apporte notre opinion. Et là, ça fait cheminer les gens. Oui, intéressant. Merci. Et quelqu'un d'autre? Merci, Nicolas. Très intéressant comme sujet ce soir. OK, Merci. merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui... Ben, Oui? j'ai un autre commentaire. C'est vraiment intéressant parce que une autre chose, je ne sais pas si tu en as parlé, c'est que quand on se permet d'être authentique, ben, la conséquence, c'est que les gens vont l'être eux-mêmes. Euh, Tout à fait. c'est comme, il y a comme un effet miroir. C'est drôle, aujourd'hui, ça m'est arrivé, j'ai eu une expérience parce que je donne des cours, puis à un moment donné, on parlait de différentes expériences et moi, j'ai donné mon expérience. Puis, à la suite de ça, l'élève est venu me voir et il m'a dit, ah, oh, merci d'avoir donné votre expérience parce que c'est intéressant. Puis vous êtes, tu sais, alors c'est comme parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça, je pense, là, souvent dans ce contexte-là. Et puis, mais moi, je remarque que quand on donne notre avis ou notre expérience, ben, ça va susciter un peu la même chose, souvent de l'autre côté. Et surtout si on le fait d'une façon, tu sais, comment je peux dire, un peu humble, là, tu sais, on va dire pas juste nos bons côtés, mais on va dire aussi des fois qu'on fait des choses plates, là. Mais ça a vraiment un effet comme miroir. Puis, je sais pas, est-ce que tu as observé ça? Oui, tout à fait. Puis des fois, même les gens sont contents, même si on ose dire, comme ça m'est arrivé justement dimanche passé, on avait l'enseignement au centre et puis je me souviens plus exactement quoi, mais j'ai osé affirmer que moi aussi, des fois, ça m'arrive de me tromper puis Mhm. de faire l'erreur de ne pas faire la bonne chose et puis tout ça. Puis il y a quelqu'un dans l'assistance qui était content, il disait, même après 35 ans de pratique, ah ben ça me console d'être encore Exactement. comme ça après 10 ans, là, tu sais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Parce que, tu sais, on n'est pas toujours consciente de l'aide spirituelle à l'intérieur. On se fait piéger aussi, puis des fois, on manque de coups, puis c'est juste de le reconnaître, puis Mm. d'être là-dedans, là. Mm. Merci. Ouais. Oui, Nicole.
Alors, merci beaucoup. J'ai bien aimé oser être vrai. C'est parce que moi, des fois, je n'ose pas parce que je ne veux pas blesser les autres. Et là, je préfère le retenir, le garder en moi. Et puis, c'est vrai, je deviens frustrée des fois. Alors, c'est bien, ça m'a vraiment aidé. Je pense que je vais mettre en pratique là. C'est- Oser plus être vrai. Oser, oui, oser, c'est important, oui. Je trouve que c'est vraiment important, oui. Alors, merci beaucoup. Donner un exemple, j'ai quelqu'un qui avait beaucoup travaillé le matin à préparer des choses et puis tout ça. Puis quand à un moment donné est venu le temps de partir, il y avait des choses qui restaient à faire. Plus beaucoup, mais fait que là, j'ai demandé, j'ai dit, bon, est-ce qu'il y en a qui veulent venir faire la visite de la ville de Québec avec l'invité? Puis la personne n'a pas osé dire qu'elle était fatiguée puis qu'elle aurait besoin que les gens continuent à l'aider. Fait que là, à ce moment-là, ben, quand est venu le temps vraiment de partir, ben, j'ai senti sa frustration. Alors que ça aurait été facile de le dire au moment où j'ai invité les gens, de dire, ben, si les gens peuvent rester jusqu'à la fin pour qu'on finisse ça, parce que je commence à être fatiguée, c'est correct de dire son avis. Au lieu de se taire, puis au moment où le geste est posé, que les gens doivent partir, ben là, la personne éclate. Voyez-vous? Fait Mhm. que c'est mieux de, dès qu'on voit que, oups, il y a une tangente, il y a une frustration qui commence à naître, avant que ça devienne, puis que la personne a continué pendant à peu près 15 minutes, on a continué à aider, 15 minutes à être frustré en dedans. Puis après ça, quand il est le temps de partir, ben là, ça a éclaté. Mais au lieu de tout de suite le dire au moment où la décision se prenait d'aller faire la visite, ben, on va dire qu'elle a besoin d'aide. Ça se dit. Pas besoin d'avoir peur de blesser. Fait que c'est ça, c'est rester toujours fidèle à ce qu'on ressent. Nos émotions nous le disent à l'intérieur. Puis c'est notre GPS qui nous donne l'orientation. Ouais. On va faire une petite méditation pour terminer. Et merci de ton partage. Alors, je vous invite à vous asseoir confortablement. Inspirez profondément. Prenez le temps de vérifier s'il y a des tensions au niveau du corps, de placer, je vais le faire moi-même, les deux pieds bien alignés par terre, pour avoir le dos bien droit. À ce moment-là, tous les centres d'énergie sont bien alignés. Et je prends le temps de me tourner vers mon monde intérieur, vers l'éveil de ma conscience. Je suis la conscience. Et mon regard se tourne à l'endroit d'où émergent mes pensées. Et pour être sûr d'arriver au bon endroit, je me pose la question, quelle sera ma prochaine pensée? Et automatiquement, je suis dans le moment présent qui observe la pensée qui osera se présenter. Et quand on est dans ce moment présent, on goûte à cette paix intérieure. La pensée est tellement calme, tellement ralentie, qu'on se voit en train d'observer. Et c'est ce que je suis. Je suis l'observateur du monde extérieur, l'observateur de mon monde intérieur. Je suis l'observateur. Et moi, dans ma position de contrôle, de créateur des pensées, je crée la pensée, je suis la vérité. Je suis authentique envers moi-même. Et en étant authentique envers moi-même, je peux me permettre d'être authentique envers les autres. Je suis une âme puissante. J'ose être fidèle à mes croyances, à mes valeurs.
j'ose reconnaître les pensées négatives qui peuvent se présenter sur l'écran de mon esprit, qui me viennent de ma banque de mémoire, de mes sanskars. Et si j'ai une opinion négative envers quelqu'un, ce n'est pas que j'ai à être authentique en lui disant ce que je pense d'elle. Non, je ne suis plus fidèle et authentique envers l'être d'amour que je suis. Parce qu'être fidèle envers soi-même, c'est d'être constamment amour, paix, douceur, respect, gentillesse, bienveillance. C'est ça, être vrai. C'est ça, être ma vraie nature. Alors je rectifie ces perceptions négatives envers les autres. Parce que je me suis écartée de mon authenticité. Et quand j'aurai rectifié le tir de mes pensées, que j'aurai focalisé mon attention sur les spécialités, sur les qualités de cette personne, je saurai être vrai envers cette personne. Je saurai rester authentique et honnête. Je continue de m'identifier à ma vraie nature, l'être de paix que je suis, l'être d'amour que je suis. Oser être vrai. C'est oser maintenir la paix de l'esprit. Om Shanti. Voilà, ça m'a fait plaisir de vous accompagner pour cette conférence. J'espère que vous allez faire marcher votre GPS intérieur. Dès que vous sentez une émotion, allez voir s'il y a quelque chose de négatif là-dedans pour vite réaligner votre GPS vers la bonne direction, fidèle à votre vraie nature. Om Shanti, portez-vous bien. Et juste